Regardez-moi un peu sans rire. Eh bien, Que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? à votre avis, Avons-nous sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait, à dire vrai. pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, de belles provinciales faire plus les renchérir que celle-là, et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bailler, tant se frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il. À peine ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire. Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait faire pire qu'elles nous ont fait? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute je le prends. Et de telle façon que je veux me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'heure précieux n'a pas seulement affecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces. Et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses et de coquettes que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leurs sottises et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore? J'ai un certain valet, nommé Masca, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique, ordinairement, de galanterie et de verre, et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'en prétendez-vous faire? Ce que j'en prétends faire, il faut. Mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille. Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons votre humbles serviteurs. Ouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. Mais d'où pourrait venir un mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Oh là! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Que faut-elle? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ces pandards-là ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œufs, les virginales et 1000 autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le moment. Et 4 valets livraient chaque jour des pieds de mouton qu'elles emportent. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je vois sortir tout à l'heure.
Vous avez-je pas commandé de le recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, une vie un peu raisonnable. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré auquel ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chansons. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Carence, de plein pied, fut marié à Clélie. Que me vient compter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine, qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments et pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis de questions galantes qui exercent les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un broucou qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures. Les rivaux qui se jettent à travers une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat de mariage, et prendre justement le roman par la queue, encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici? Voilà bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait
incongrus en galanterie. Et je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte le temps. Et que billet tout. Petit soin. Billets galants, ces jolis vers sont des terres inconnues pour eux. Mais ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qui n'ont point ces terres, qui donnent d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse, avec une jambe toute unie, des habits de plus, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela! Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas dans la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur robe de chiotte ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baradouin. Catos, et vous, MacDonald? Oh, de grâce, mon père. Défaites-vous de ces noms étranges et appelez-nous autre nom. Comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos, ni de Maguelon? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate battit furieusement en entendant prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi, et celui d'Aminde que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui sert. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et ma reine. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de deux filles est une charge un peu trop importante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n'en pressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou bien ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon serment. Toi, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse, et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à le persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure me viendra un jour développer une naissance plus illustre. Ah oui. Les apparences. Moi, je me regarde. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis. Et il dit que son maître veut venir vous voir. Ah, apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin. Et je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand signe. Impertinente! Le moyen de souffrir cela? Et qui est-il, le maître de ce laquais?
Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Ah, ma chère, un marquis. Ah, oui, allez dire qu'on veut le voir. Ah, c'est sans doute un bel esprit qui aura oublié parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir dans cette salle basse, plutôt qu'à notre chambre. Ajustons un peu le cheveu au moins. Et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici, dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais pas quelle bête c'est là. Et il faut parler chrétien, si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes. Et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Là. Mais là. 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 Je crois que ces marauds-là ont dessein de me briser, à force de me heurter contre les murailles et les pavés. Dame, c'est que la porte est étroite. Vous avez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous, faquin, que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en bout? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Mais, payez-le donc, s'il vous plaît, monsieur. Je dis, monsieur, que vous donnez de l'argent, s'il vous plaît. Comment, faquin? Demander de l'argent à une personne de ma qualité? Mais est-ce ainsi qu'on paye les pauvres gens? Et votre qualité nous fait à dîner? Ah, je vous apprendrai à vous connaître. Ces canailles-là s'osent jouer de moi. Ça, payez-nous vitement. Quoi? Je dis que je vais avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable. Vite donc. Oui, da, tu parles comme il faut, toi. Mais l'autre est une canaille qui ne sait ce qu'il dit. Tiens, es-tu content? Non, je ne suis pas content, vous avez donné un soufflet à mon camarade. Doucement. Tiens, voilà pour le souffle. On obtient tout de moi quand on s'y prend de la bonne façon. Allez, venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre au petit coucher. Par là. Monsieur, voilà mes maîtresses qui me manière tout à l'heure. Qu'elle ne se presse point. Je ne suis resté commodément. Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser. Mais pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez amené. Non, je m'en suis en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en votant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la liberté de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma
fluidité de la conversation. Mais au moins, y a-t-il ici sûreté pour moi? Que craignez-vous? Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Ah, par ma foi, je m'en défie, et je m'en vais gagnoter, où je veux caution bourgeoise qui ne me feront point de mal. Ma chère, c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un ami car Ne craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein. Et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prix de vie. mais de grâce, messieurs, ne soyez pas inexorables à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le plus grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galerie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotté, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Mais nous sommes en passe de lettres. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite, et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là, si l'on veut être du bon monde. Ce sont ceux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité, et qui sont l'essence d'un bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de vers et de prose. On sait à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait des paroles sur un tel air. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur un tel écrit des refrains succincts à mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin chez l'éditeur. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là est à la 3e partie de son roman. Cet autre met ses ouvrages sur la presse. C'est là ce qui vous fait malheur dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un coup de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est enchérir, c'est ridicule que personne ne sache pas, jusqu'au moindre petit carton qui se fait chaque jour. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas les premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits.
Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes, plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma façon qui ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit. J'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Je travaille à mettre en madrigal toute l'histoire romaine. Ah, certes, cela sera du dernier coup. Je retiens l'exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un, et des mieux reliés. Cela est au-dessus de ma condition, mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter. Car je suis diablement fort pour les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh! Oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Ô voleur! Ô voleur! Ô voleur! Ô voleur! Ceci est tourné dans le dernier galop. Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh! Oh! Voilà qui est extraordinaire. Oh! Oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh! Oh! La surprise! Oh! Oh! Ah oui, je trouve ce oh admirable. Il semble que cela ne soit rien. Quoi? Ce sont là ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh qu'un poème épique. Tu Dieu! Vous avez le goût bon. Et je n'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'étais pas rendu compte de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. Votre œil en tapinois. Que dites-vous de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Il ne se peut rien de mieux. Je veux vous dire l'air que j'ai fait là-dessus. Vous avez appris la musique. Moi, point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez donc si vous trouverez l'air à votre goût. La 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 la. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalerie. Oh, oh, je n'y prenais pas garde. Oh, oh, je n'y prenais pas garde.
informatique là-dedans. Tout ce que je fais me vient sans étude. Oh, la nature vous a traité en vraie mère passionnée. Et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps? À rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie. Aussi bien on en doit jouer une nouvelle, que je serai bien aise que nous voyons ensemble. Oh, cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là, car je me suis engagé de faire valoir la pièce, et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous encourager à les trouver belles et à leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, quand nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau !» devant que les chandelles soient allumées. Ah, ne m'en parlez point. C'est un admirable lieu que Paris. Il s'y passe tant de choses chaque jour que l'on ignore dans les provinces, quelque spirituel qu'on puisse être. En effet, puisque nous sommes instruites, nous ferons le devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on dira. Je ne sais si je me trompe, mais vous avez toute la mine d'avoir fait quelques comédies. Et il pourrait être quelque chose de ce que vous dites. À ma foi, il faudra que nous la voyions ensemble. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter. Et à quel comédien la donnerez-vous? Belle demande aux grands comédiens. Il n'y a qu'eux qui soient capables de faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les vers et s'arrêter au bel endroit. Et le moyen de connaître où est le revers sans que le comédien ne s'y arrête et ne nous avertit par là qu'il faut faire le brouhaha. En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage et les choses ne valent que ce qu'on leur fait valoir. Que vous semble de ma petite voix? La trouvez-vous congruente à l'habit? Tout à fait. Que dites-vous de mes canaux? Attachez un peu sur ses gants la réflexion de votre odorat. Oh ils sont terriblement bons. Je n'ai jamais senti une odeur mieux conditionnée. Et celle-là? Elle est tout à fait de qualité. Le sublime en est touché délicieusement. Vous ne dites rien de mes plumes. Comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Savez-vous que le brin me coûte 1 louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de donner généralement à tout ce qu'il y a de plus beau. Je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je pense. Et jusqu'à mes chaussettes, je ne peux rien souffrir qu'il soit de la Doucement. Dieu me damne, mesdames. C'est fort mal en usé. J'ai à me plaindre de votre procédé. Cela n'est pas honnête. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Quoi? Toutes deux contre mon cœur, en même temps, m'attaquer à droite et à gauche. Ah, c'est contre le droit des gens. Et je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie avant qu'on les porte. Comment diable? Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Genolais. Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami.
Ah, faites entrer vitement. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus, et je suis ravi de cette aventure. Le voici. Ah, vicomte! Ah, marquis. Que je suis aise de te rencontrer! Que j'ai de joie de te voir ici. Baisse-moi donc encore un peu, je t'en prie. À toute heure, nous commençons d'être connus. Voilà le beau monde qui prend le chemin de nous venir voir. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit. Et vos attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Oh, c'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers confins de la flatterie. Ma chère, cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Allons, petit garçon, faut-il toujours vous répéter les choses? Voyez-vous pas qu'il faut le surcroît d'un fauteuil? Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle comme vous le voyez. Ce sont les fruits des veilles de la cour. C'est des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte l'un des plus vaillants hommes du siècle? C'est un brave à trois poils. Vous ne m'en devez rien, marquis. Et nous savons ce que vous savez faire aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des endroits où il faisait fort chaud. Oui, mais non pas si je ici. Notre connaissance s'est faite à l'armée. Et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai. Mais vous étiez pourtant dans l'emploi avant que j'y fusse. Et je me souviens que je n'étais que petit officier encore, que vous commandiez 2000 chevaux. La guerre est une belle chose. Mais, ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens de service comme nous. C'est ce qui fait que je veux pendre l'épée au croc. Pour moi, j'ai un peu mieux tendre pour les hommes d'épée. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne leur amour. Se souvient-il, vicomte, de la demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Il m'en revient un souvenir, ma foi. J'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade dont je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce, vous sentirez quelque chose. C'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu de votre main et tâtez celui-là, justement derrière de la tête. Y êtes-vous? Ah oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que je reçus la dernière campagne que j'ai faite. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Gravelines. Je vais vous montrer une furieuse. Ce sont des marques honorables qui vont voir ce que l'on est. Mais nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Cela hors des portes. Et leur donnerions un cadeau. Oh, nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ayons donc les violons pour danser. Ma foi, c'est bien avisé. Pour cela, nous y consentons. Mais il faut donc quelques surcroît de compagnie. Oh là, Champagne, Bourguignon, Cascaré, La Verdure, Provençal,
Lorrain! Mais au diable soient tous ces laquais! Je ne pense pas qu'il y ait gentilhomme en France plus mal servi que moi. Ces canailles-là me laissent toujours seul. Voilà, Almanzor. Dites au jeune monsieur qu'il nous a acquérir des violons. Et faites venir ici près ces messieurs et ces dames pour peupler la solitude de notre bal. Vicomte, que te semble de ces yeux? Mais toi-même, marquis, qu'en dis-tu? Moi, je pense que nos libertés auront peine à sortir d'ici les vraies lettres. Mon Dieu, que tout ce qu'il dit est naturel. Il est vrai qu'il fait de furieuses dépenses en esprit. Pour vous montrer que je suis un véritable, je vais faire un impromptu là-dessus. Mais je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur, que nous ayons quelque chose en effet pour nous. J'aurais envie d'en faire autant, mais je me trouve un peu incommodé de la veine poétique, pour la quantité de saignées que j'y ai faites ces jours passés. Que diable est cela? Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire les autres. Ma foi, ceci est un peu trop pressé. Je vous ferai un impromptu à loisir que vous trouverez le plus beau du monde. Il a de l'esprit comme un démon. Et du galant. Et du bien tourné. Dis, Vicomte, dis-moi un peu. Y a-t-il longtemps que tu n'as vu la comtesse? Il y a plus de 3 semaines que je lui ai rendu visite. Je sais bien que le duc m'est venu voir ce matin et m'a voulu courir un cerf avec lui. Voici nos amis qui viennent. Monsieur ma sœur. Nous vous demandons pardon. Ces messieurs ont eu la fantaisie de nous donner les âmes des pieds. Et nous vous avons envoyé guérir pour remplir les vides de notre assemblée. Vous nous avez obligés, sans doute. Ceci n'est bien pas la blague, mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans l'effort. Les violons sont-ils venus? Monsieur, ils sont ici. Allons donc, mes chers. La 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 la. Il a tout à fait la taille élégante. Et la mine de danser proprement. Ma franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds. En cadence violon, en cadence.
avec eux. Le diable vous emporte. Ne sauriez-vous jouer en mesure? Là, 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 là. Ferme au violon de village. Vous ne m'avez point dit que les coups en seraient aussi. C'est bien à vous, infâme que vous êtes, à vouloir faire l'homme d'importance. Voilà qui vous apprendra à vous connaître. Mais que veut nous dire ceci? C'est une gageure. Quoi? Vous laissez battre de la sorte? Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien, car je suis un violent, et je me serais emporté. Endurer un affront comme celui-là, en notre présence? Ce n'est rien. Il y a longtemps que nous nous connaissons, et entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de... Ma foi, Marot, vous ne vous rirez pas de nous, je vous promets. Entrez, vous autres. Quelle est donc cette audace de venir nous troubler de la sorte dans notre maison? Comment, mesdames, nous endurerons que nos laquais soient mieux reçus que nous, qui viennent vous faire l'amour à vos dépens et nous donnent le mal? Vos laquais? Oui, nos laquais. Et cela n'est ni beau ni honnête de nous les débaucher comme vous faites. Au ciel, quelle insolence! Mais ils n'auront pas l'avantage de se servir de nos amis pour vous donner dans la vie. Et si vous les aimez, ce sera ma foi pour leurs beaux yeux. On les dépose sur le champ. Adieu notre braverie. Voilà le vicomté et le marquisat à bas. Ah, coquin, vous avez l'audace d'aller sur nos risques. Vous irez chercher autre part de quoi vous rendre agréable aux yeux de vos belles. Je vous en assure. C'est trop que de nous supplanter. Et de nous supplanter avec Oh fortune, quelle est ton inconscience? Vite, qu'on le rende jusqu'à la moindre chose. On emporte toutes ces marges, dépêchez. Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés pour cela. Et nous vous protestons, monsieur et moi, que nous n'en serons aucunement jaloux. Oh ma chère, quelle confusion! Ah, je crève de dépit! Qu'est-ce donc que ceci? Qui nous paiera, nous autres? Demande à monsieur le vicomte. Qui est-ce qui lui donnera de l'argent? Demandez à monsieur le marquis. Ah! Coquine que vous êtes! Vous nous mettez dans de beaux draps blancs à ce que je vois. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Ah, mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence. Infâme! Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait.
Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Ah, je jure que nous en serons vengés, ou que je mourrai en la peine. Et vous, Marot, osez-vous vous tenir ici, après votre insolence? Traitez comme cela, marquis. Voilà ce que c'est du beau monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades, allons chercher la fortune autre part. Je vois bien qu'on aime ici que la vaine apparence et qu'on n'y considère point la vertu, toute nue. Nous entendons que vous nous contentiez. Alors défaut, pour ce que nous avons joué ici. Oui, oui, je vous fais contenter. Et voilà la monnaie dont je vous veux payer. Et vous, Panda, je ne sais ce qui me retient que je vous en fasse autant. Nous allons servir de femme et de risée à tout le monde. Et voilà ce que vous vous êtes attiré par vos folles extravagances. Allez vous cacher. Allez vous cacher pour jamais. Et vous, qui êtes cause de leur folie, sommes billevesés, pernicieux amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets, sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables.